Le froid stérile de l'unité de soins intensifs en cardiologie s'infiltrait sous ma peau comme une seconde couche de givre, plus vive que le vent de novembre que j'avais bravé 6 semaines plus tôt, quand tout cela a commencé. Une femme en tenue de bloc bleu pâle se tenait au pied de mon lit, serrant un porte-bloc contre sa poitrine comme un bouclier, ses yeux refusant de croiser les miens. Je pouvais sentir l'odeur de l'antiseptique, le léger parfum cuivré de mon propre sang en train de sécher sur la perfusion, et quelque chose d'autre en dessous, l'odeur d'une décision qui avait déjà été prise sans moi. « Madame Dubois, dit-elle, d'une voix douce comme on en utilise aux enterrements. La prise en charge par votre mutuelle a été refusée. Le titulaire principal du contrat a résilié la couverture il y a 48 heures. À moins que nous ne recevions un paiement ou une nouvelle attestation de mutuelle valide d'ici demain soir, la clinique devra vous transférer vers un hôpital public de secteur pour le reste de votre convalescence. » Je l'ai dévisagé. Les machines autour de moi bipaient selon leur petit rythme mécanique, comptant les secondes d'une vie que je ne comprenais plus. 6 semaines plus tôt, j'étais une professeure d'arts plastiques au collège de 33 ans vivant à Lyon, mariée depuis 4 ans à un homme que je croyais connaître. Maintenant, j'étais allongé dans un lit d'hôpital avec une cicatrice chirurgicale toute fraîche descendant au milieu de ma poitrine, mon cœur recousu après ce que les médecins avaient appelé un accident cardiaque soudain d'origine indéterminée. Et mon mari, le titulaire du contrat dont elle parlait, avait disparu la veille de mon opération, disant qu'il allait à la banque pour organiser un prêt hypothécaire afin de couvrir tout ce que la mutuelle ne prendrait pas en charge. Il n'est jamais revenu. Il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré. Mon mari, Damien, il ne ferait pas ça. Il est ma personne de contact en cas d'urgence. Il a signé les formulaires de consentement. La mâchoire de l'infirmière s'est contractée. Elle a baissé son porte-bloc. Madame Dubois, je suis désolé. Je suis infirmière depuis 22 ans, et je n'aime pas être celle qui doit annoncer ce genre de choses. Mais le service facturation a appelé le numéro de contact de votre dossier à 11 reprises au cours des 2 derniers jours. Chaque appel tombe sur la messagerie. Une femme a répondu une fois, a-t-elle ajouté. Elle a dit que vous n'étiez plus le problème de Monsieur Dubois. Une femme. Les mots ont atterri quelque part sous mes côtes, à l'endroit exact que le chirurgien venait de finir de réparer. J'ai fermé les yeux. Derrière mes paupières, j'ai vu les 6 derniers mois défiler en accéléré. Damien travaillant tard. Le téléphone de Damien posé face contre table pendant le dîner. Damien me disant que les douleurs thoraciques que j'avais étaient probablement dues à l'anxiété, que je travaillais trop, que je devrais arrêter de boire autant de café. Damien me tendant une tasse fumante d'infusion gingembre-citron chaque soir avant de dormir, déposant un baiser sur mon front, me disant qu'il voulait juste que sa femme se sente mieux. Me disant. J'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce ce que le médecin a dit qui a causé ça? L'accident cardiaque. L'ont-ils découvert? L'infirmière a hésité. Le docteur Rousseau voulait vous en parler lui-même. Les résultats du bilan toxicologique de votre admission sont arrivés ce matin. Il sera là sous peu. Elle a fait une pause, comme si elle se demandait si elle devait en dire plus, puis a secoué la tête. Reposez-vous, Madame Dubois. Essayez de ne pas faire d'efforts. Elle s'est retournée et est partie, et pendant un long moment, le seul son dans la pièce a été l'accusation silencieuse de mon propre cœur, battant à un rythme qu'il n'avait pas choisi. Je dois vous dire, avant d'aller plus loin, que je m'appelle Camille. Camille Élodie Dubois, née Camille Élodie Lefebvre. Et si vous m'aviez demandé il y a 6 semaines qui j'étais, je vous aurais répondu que je n'étais personne de spécial. Orpheline élevée dans des familles d'accueil près de Grenoble. Boursière du Crous. Diplômée en arts plastiques de l'Université Lumière Lyon 2. Mariée à Damien Dubois à 29 ans. L'homme qui était entré dans le café où je travaillais le week-end et m'avait dit que mon sourire ressemblait au premier jour de soleil après un hiver lyonnais. Aucune famille en vie. Aucun héritage. Aucun passé digne d'être mentionné. C'était le mensonge qu'on m'avait raconté toute ma vie. L'homme en costume gris foncé est arrivé à 15h47 cet après-midi-là. Je me souviens de l'heure parce que je regardais l'horloge au mur en essayant de ne pas pleurer. Essayer de savoir si j'avais encore assez de crédit sur ma carte bancaire personnelle pour couvrir ne serait-ce qu'une nuit de soins supplémentaires. Essayer d'imaginer ma vie comme une femme avec un cœur raccommodé et nulle part où aller. Il a frappé 2 fois sur le cadre de la porte ouverte, une courtoisie à laquelle je ne m'attendais pas. Il était grand, la soixantaine peut-être, avec des cheveux argentés peignés soigneusement vers l'arrière,
et ce genre d'impassibilité sur le visage qui appartient aux gens qui ont passé leur vie à ne pas tressaillir. Derrière lui se tenait une femme plus jeune en veste anthracite, serrant un porte-document en cuir contre sa poitrine. « Madame Dubois » a-t-il dit, et sa voix accrochée sur le nom d'une manière que je ne comprenais pas encore. « Pardonnez cette intrusion. Je m'appelle Henri de Menton. Je suis avocat à Paris. Je vous cherche depuis 31 ans. J'aurais ri si Gênes avait eu la force. Je crois que vous vous êtes trompé de chambre. » Non. Il a traversé le sol carrelé d'un pas mesuré, s'est arrêté à une distance respectueuse du lit, puis il a fait quelque chose qui a vidé l'air de mes poumons. Il a tendu la main très lentement et a pris la mienne, celle sans la perfusion, et l'a pressée contre son front, et j'ai vu une larme tomber de son œil sur le drap blanc. « Vous lui ressemblez tellement, » a-t-il murmuré, « exactement comme votre mère. » Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais plus comment respirer. « Madame Dubois, Camille, je comprends que vous venez de subir une lourde opération, et c'est le pire moment possible. Mais la direction de la clinique a informé mon cabinet il y a 40 minutes que vous étiez sur le point d'être transféré hors de l'unité de cardiologie. J'ai déjà réglé votre facture dans son intégralité, chaque centime, passé, présent et à venir. Vous n'irez nulle part. Je ne comprends pas. » Il a relâché ma main doucement. La jeune femme s'est avancée et a ouvert le porte-document. À l'intérieur se trouvait une photographie dans une pochette en plastique transparent. Une femme aux cheveux auburn foncés et aux grands yeux gris, riant face à l'objectif, un petit enfant sur ses genoux. L'enfant avait mon visage. « Votre nom de naissance est Camille Élisabeth Lefebvre de la Roche », a déclaré maître de Menton. « Votre mère était Marguerite de la Roche, la fille unique d'Édouard de la Roche. Vous avez été enlevé sur les lieux d'un accident de voiture près de Chambéry, pendant l'hiver 1997, alors que vous aviez 2 ans. Les autorités ont enregistré votre décès car votre siège auto a été retrouvé à 6 mètres de l'épave, vide et couvert de sang. Nous savons maintenant qu'un automobiliste de passage vous a emmené dans un hôpital à 3 départements de là, sous un autre nom. Vous êtes entré dans le système des familles d'accueil sous X. Vous êtes devenu Camille Lefebvre parce que c'était le nom inscrit sur le bracelet que les urgences vous ont donné la nuit de votre admission. La pièce a commencé à tourner lentement. Je pouvais sentir mon pouls battre dans ma gorge. Votre mère est morte sur le coup. Votre père, mon ami le plus proche, a passé chaque année de sa vie à vous chercher. Il est décédé au printemps dernier en croyant toujours que vous étiez en vie. Son testament a placé son patrimoine, le fonds de dotation de la Roche, sous séquestre jusqu'à ce que vous soyez retrouvé ou qu'une présomption légale de décès soit établie. Nous vous avons trouvé, Camille. Une correspondance ADN à partir d'un gobelet de café jeté devant votre appartement l'a confirmé il y a 3 semaines. 3 semaines, ai-je chuchoté. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir malade. Le visage de maître de Menton a changé alors. Une ombre est passée derrière ses yeux, le genre d'ombre que les avocats parisiens de 60 ans ont appris à très bien cacher, et j'ai su à ce moment-là qu'il se doutait déjà de ce que le docteur Rousseau s'apprêtait à venir m'annoncer. Camille, dit-il prudemment, le fonds que votre grand-père a créé est évalué à environ 380 millions d'euros. Vous en êtes l'unique héritière. 380 millions d'euros. J'ai pensé à l'infusion gingembre-citron chaque soir pendant 6 mois, et quelque part dans une partie de mon cerveau qui était encore tout à fait celle de la fille de ma mère, quelque chose de froid, de clair et de tranchant comme une lame de scalpel s'est mise en place. Le docteur Rousseau est entré 1 heure plus tard. C'était un petit homme aux yeux bons, et il a fermé la porte derrière lui avant de s'asseoir sur le bord de la chaise près de mon lit. Maître de Menton se tenait près de la fenêtre. Son assistante attendait à l'extérieur. « Camille, a dit le docteur Rousseau, le bilan toxicologique a révélé des niveaux élevés d'un composé appelé oléandrine dans votre sang. Cela provient de la plante de laurier rose. À petite dose répétée, cela provoque fatigue, nausées, rythme cardiaque irrégulier. À dose plus importante sur la durée, cela endommage le muscle cardiaque lui-même. Étant donné le type de lésion que nous avons observé pendant l'opération, mon estimation médicale est que vous en ingérez depuis 4 à 6 mois. C'est dans la nourriture? Ça se dissout facilement dans un liquide chaud. Thé, soupe, bouillon. Ça a un goût légèrement amer qui est facile à masquer avec du miel ou des agrumes. J'ai hoché la tête. Le plafond de la chambre d'hôpital avait une tache d'humidité en forme de lapin. Je la regardais depuis 1 semaine. Je continuais à la regarder maintenant.
Docteur, ai-je dit, j'aimerais que la police vienne aujourd'hui, s'il vous plaît, avant ma sortie. Il a jeté un coup d'œil à Maître de Menton. Maître de Menton a fait un signe de tête affirmatif. Ils sont déjà en route, Madame Dubois, a dit doucement le docteur Rousseau. Les hôpitaux sont tenus de signaler les suspicions d'empoisonnement. L'inspecteur sera là d'ici 1 heure. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre. Dehors, la pluie lyonnaise commençait à tomber, douce et grise, comme il avait plu le jour de notre mariage il y a 4 ans, quand mon mari m'avait embrassé sous un parapluie emprunté et m'avait dit que j'étais la seule famille dont il aurait jamais besoin. La convalescence a pris 12 semaines, pas 2. Permettez-moi d'être clair à ce sujet, car je veux être honnête avec vous. Une poitrine qui a été ouverte puis recousue ne guérit pas simplement sur un délai spectaculaire. J'ai passé les 3 premières semaines à réapprendre à respirer sans grimacer. J'ai passé les 4 suivantes à apprendre à marcher le long d'un couloir d'hôpital sans que mes mains ne tremblent. La rééducation cardiaque a duré 8 semaines après cela, 3 matins par semaine, avec une kinésithérapeute nommée Béatrice qui se moquait bien du fait que je sois soudainement devenue l'une des femmes les plus riches de France. Elle se souciait que je fasse mes squats correctement et que je boive assez d'eau. Maître de Menton, Henri, il m'a demandé de l'appeler ainsi, m'a transféré dans un centre de rééducation privé sur les hauteurs d'Évian-les-Bains dès que j'ai été assez stable pour être déplacé. Non pas parce que je le lui avais demandé, mais parce qu'il savait que mon mari ignorait que j'étais encore en vie. Voyez-vous, quand Damien a disparu la veille de mon opération, il ne m'a pas simplement abandonné. Il est rentré chez nous, a transféré le numéro de contact de l'hôpital vers un téléphone jetable, a dit au service de facturation que sa femme n'était plus sous sa responsabilité, a résilié sa mutuelle haut de gamme, a vidé notre compte épargne commun de 75 000 €, et a quitté Lyon avec une femme nommée Valentine Morel. Valentine avait 34 ans, travaillait dans l'immobilier d'entreprise, et couchait avec mon mari depuis 19 mois. Je sais cela parce que le cabinet des Henri, à ma demande, a engagé un détective privé le lendemain matin de notre première conversation. Damien pensait que j'étais morte, ou pratiquement morte. Il avait résilié ma mutuelle spécifiquement pour que, lorsque la clinique me transférerait vers l'hôpital public, j'y meure de complications, car un cœur empoisonné pendant 6 mois ne se remet pas facilement sous les soins d'internes débordés dans un service sous-financé. Il avait tout chronométré à la perfection. Les résultats toxicologiques, il n'en savait rien. Il ignorait que le cardiologue privé que Henri avait fait venir en urgence de la Pitié-Salpêtrière le lendemain de notre première rencontre avait ordonné tous les tests, y compris celui qui nommait son arme. Il ignorait également que le testament de mon grand-père avait été déposé au tribunal de grande instance de Paris il y a 3 semaines, ce qui signifiait que si Damien réussissait à me faire disparaître, il n'hériterait de rien car je n'avais jamais mis à jour mon testament après l'avoir épousé. Parce que le fond de la roche, selon ses termes originaux, reviendrait à un cousin en Normandie si je mourais sans descendance. Damien avait essayé de me tuer pour de l'argent qui ne lui serait jamais parvenu. Il n'était pas un génie criminel. C'était un homme petit, vaniteux et stupide qui avait écouté trop de podcasts de True Crime et se croyait malin. J'ai découvert tout cela lors de ma première semaine au centre de rééducation, assise sur une balancelle de porche blanche, enveloppée dans une épaisse couverture en laine avec une tasse d'eau chaude nature entre les mains. Je ne pouvais pas encore me résoudre à boire des infusions pendant que Henri lisait le contenu d'un dossier étiqueté avec le nom de mon mari au marqueur noir permanent. Quand il a terminé, je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai dit, Henri, combien de temps faudrait-il pour trouver la licence professionnelle de Valentine Morel, ses informations de crédit immobilier, ses relevés bancaires, et son historique sur les réseaux sociaux remontant à 3 ans? Henri a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Ma chère, a-t-il dit, je les ai déjà. Les semaines qui ont suivi ont été l'éducation la plus étrange de ma vie. J'ai appris que le Fonds de la Roche détenait des participations dans 47 entreprises publiques, incluant, j'ai ri aux éclats quand Henri me l'a dit, une participation majoritaire de 41% dans Garantie Littoral Assurance, qui était exactement l'entreprise qui avait annulé ma couverture à la demande de Damien. J'ai appris que mon grand-père avait siégé au conseil d'administration de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant 22 ans, ce qui expliquait pourquoi un cardiologue était apparu à mon chevet dans les 18 heures suivant mon identification. J'ai appris que ma mère peignait des aquarelles, tout comme moi, et que 3 de ses toiles étaient accrochées dans la salle à manger privée du domaine de la Roche dans le 7e arrondissement. J'ai appris, surtout, que la petite vie que j'avais construite en tant que Camille Dubois, l'appartement en location avec le robinet de cuisine qui fuyait, la Peugeot 207 de 2009 avec de la rouille sur l'aile arrière, les cours d'arts plastiques que je donnais à mes élèves de 4e depuis 6 ans, n'avait pas été une petite vie du tout.
C'était une vie construite par une femme qui ne savait pas ce qu'on lui avait enlevé, et qui l'avait aimé quand même. Ce n'était pas rien. C'était la seule partie de l'ancienne vie que j'ai décidé de garder. Je n'ai pas appelé Damien, pas une seule fois. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas répondu aux 2 messages vocaux qu'il a laissés au bout de 8 semaines, lorsque vraisemblablement un peu de culpabilité ou de curiosité a fini par le rattraper, dans lesquels il disait qu'il avait eu besoin de temps et voulait parler de notre avenir. Je l'ai laissé croire, aussi longtemps que possible, que sa femme était en train de s'éteindre quelque part dans le service d'un hôpital public. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Pendant ce temps, j'ai déménagé, avec l'aide d'Henri, à Paris. J'ai pris possession de l'hôtel particulier des La Roche. J'ai rencontré mes 3 grands-tantes, qui ont toutes pleuré en me voyant et m'ont dit que j'avais le menton têtu de mon grand-père. J'ai engagé un avocat pénaliste, bien que ce ne soit pas pour moi, pour une stratégie que vous comprendrez bientôt. J'ai commencé une rééducation cardiaque dans un établissement avec vue sur la Seine. J'ai laissé mes cheveux repousser dans leur couleur naturelle au burn foncé, la couleur qu'il avait avant que Damien ne me dise un jour, en passant, que les blondes avaient l'air plus chaleureuses. Et j'ai travaillé, avec Henri et l'inspecteur Martin de la police judiciaire de Lyon, sur l'affaire. L'oléandrine est détectable. Elle est traçable. L'inspecteur Martin a obtenu un mandat de perquisition pour notre maison à Lyon et a trouvé, au fond du garage, une boîte à café contenant des feuilles de laurier rose séchées. Le laurier rose ne pousse pas à l'état sauvage dans cette région de cette manière. Quelqu'un avait commandé la matière végétale en ligne, et quelqu'un l'avait payée avec une carte de crédit, et cette carte de crédit, celle que Damien avait oublié avoir ouverte à son nom il y a 3 ans pour acheter une moto d'occasion, racontait une histoire claire. Les achats ont commencé 7 mois avant mon accident cardiaque. Ils ont continué à intervalles de 2 semaines jusqu'à 8 jours avant mon opération. L'inspecteur Martin a également trouvé, sur notre ordinateur portable familial, que Damien n'avait pas pensé à effacer, un historique de recherche qui incluait des phrases que je ne répéterai pas ici, mais que n'importe quel procureur aurait qualifié de preuve formelle d'intention. Valentine Morel, pour sa part, avait été considérablement plus prudente. Elle n'avait pas acheté de laurier rose, mais ses SMS à Damien, que nous avons obtenus via une assignation à comparaître après que Damien ait été arrêté et son téléphone saisi, contenaient suffisamment de références au problème et à quand ce sera fait et à sa famille à de l'argent que nous n'avons pas encore trouvé pour lui valoir une inculpation pour complicité à elle seule. Ils ont été arrêtés un jeudi matin d'avril dans le bel appartement à Bordeaux que Damien avait acheté avec l'argent de nos économies, en utilisant son vrai nom, car il croyait sincèrement que personne ne le cherchait. J'ai regardé la vidéo de l'arrestation plus tard. Damien avait l'air minuscule dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air confus. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme qui n'avait jamais imaginé une seule fois dans sa vie qu'une femme qu'il avait décidé de jeter aux ordures puisse se relever. Le procès a été fixé à octobre. Le gala de charité était en septembre. Je veux vous parler du gala car c'est la partie de cette histoire à laquelle j'ai le plus pensé. Non pas parce que c'est la plus dramatique, bien qu'elle l'ait été, mais parce que ce fut la première fois depuis l'hôpital que je me suis senti, vraiment, rentré chez moi, en moi-même. Henri m'avait dit des mois auparavant que je devrais bientôt faire ma première apparition publique en tant que de La Roche. La fondation familiale organisait une levée de fonds annuelle au Petit Palais pour la recherche en cardiologie pédiatrique. C'était la cause préférée de mon grand-père, lancée l'année suivant la mort de ma mère. Elle avait été infirmière en pédiatrie avant de m'avoir. Le conseil d'administration de la fondation attendait de me rencontrer. La presse attendait depuis plus longtemps. J'ai accepté d'y aller. J'ai accepté de prononcer le discours de bienvenue. Et j'ai demandé une faveur à Henri. Invité Garantie Littoral Assurance, ai-je dit, l'équipe de direction, tous. Je veux présenter l'inauguration de la nouvelle aile de recherche en leur nom, puisqu'ils font généreusement affaire avec ma famille depuis de nombreuses années. Henri n'a pas demandé pourquoi. Il a envoyé les invitations. Garantie Littoral était, comme vous l'avez peut-être deviné, l'employeur de la sœur aînée de Valentine Morel, Delphine Morel, qui en était la vice-présidente principale de la gestion des sinistres. Delphine Morel avait personnellement approuvé la résiliation d'urgence de ma mutuelle la veille de mon opération. Sa signature était sur le formulaire. J'avais obtenu une copie de ce formulaire 2 mois plus tôt. Je me tenais sur les marches de marbre du Petit Palais ce soir de septembre dans une robe en soie vert foncé que ma tante m'avait aidé à choisir, ma cicatrice de poitrine invisible sous un col montant, mes cheveux relevés dans le style du portrait de ma mère qui était accroché dans le couloir à l'étage. 400 personnes remplissaient la salle.
Henri se tenait à ma gauche. Le conseil d'administration de la fondation se tenait derrière moi. J'ai levé mon verre, et j'ai remercié chaque invité par son nom. Puis j'ai remercié spécifiquement Garantie Littoral. Je les ai remerciés pour leurs 43 ans de partenariat avec la famille de La Roche. J'ai remercié spécifiquement Delphine Morel par son nom pour son rôle dans la gestion des dossiers. J'ai regardé son sourire se figer à l'autre bout de la pièce. J'ai regardé la couleur quitter son visage alors qu'elle commençait à comprendre, lentement, que la nouvelle actionnaire majoritaire de son entreprise était une femme qu'elle avait personnellement, par écrit, essayé de tuer. J'ai annoncé que la fondation de La Roche allait financer une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique à la Pitié-Salpêtrière. J'ai annoncé que cela. Et puis j'ai annoncé que, avec effet immédiat, le fonds de La Roche allait invoquer ses droits d'actionnaire pour restructurer la division exécutive des sinistres de Garantie Littoral. Un communiqué de presse serait publié le lendemain matin. Un audit éthique indépendant commencerait lundi. Delphine Morel est partie par une porte latérale avant le dessert. Elle ne savait pas encore que sa sœur avait été arrêtée en avril. Elle ne savait pas encore que les preuves contre Valentine seraient présentées en audience publique dans 3 semaines. Elle le découvrirait de la même manière que le reste du monde, et d'ici là, le lien entre la division des sinistres de Garantie Littoral et une affaire d'empoisonnement à Lyon serait une histoire que les journalistes poursuivraient pendant les 6 prochains mois. Damien a été reconnu coupable en novembre de tentative d'assassinat et condamné à 24 ans de réclusion criminelle au centre pénitentiaire de Lyon-Corba. Valentine Morel a été reconnue coupable en janvier de complicité de meurtre et condamnée à 15 ans. Delphine Morel a été inculpée séparément en mars pour fraude à l'assurance et entrave à la justice en lien avec 3 autres contrats résiliés de manière douteuse qui s'étaient soldés par la mort des patients dans des hôpitaux publics au cours des 4 années précédentes. Cette enquête est en cours. Je n'ai pas assisté à la condamnation de Damien. J'y ai longtemps réfléchi. Finalement, j'ai envoyé Henri à ma place avec une simple feuille de papier pliée dans la poche de sa veste, une lettre de ma part que le juge a lue à voix haute et versée au dossier. Je ne partagerai pas tout ici, mais la phrase de conclusion était celle-ci: j'étais une femme que tu as épousée pour ce que tu pensais pouvoir lui prendre. Tu m'as pris ma confiance, ma santé, et presque ma vie. Tu ne m'as pas pris la capacité de construire quelque chose de meilleur sans toi. Cela ne t'appartenait pas. Le matin où la lettre a été lue, je me tenais sur le balcon de l'hôtel particulier des La Roche-sur-L avenue Foch et je regardais la première neige de la saison tomber sur les immeubles en pierre de taille en contrebas. Je portais un manteau en cachemire noir. Je tenais une tasse de café, pas d'infusion, pas encore, peut-être plus jamais. Henri m'attendait en bas avec la voiture. Nous allions à la Pitié-Salpêtrière pour poser la première pierre de la nouvelle aile. J'ai pensé à la femme que j'étais 6 semaines avant que tout cela ne commence, la professeure d'arts plastiques avec sa Peugeot rouillée, la femme qui avait cru que la tasse fumante que son mari lui mettait entre les mains chaque soir était de l'amour. J'ai pensé, elle n'était pas stupide. Elle était confiante. Il y a une différence, et cette différence compte. J'ai pensé, je vais construire quelque chose pour elle. Je vais construire l'aile d'un hôpital où les femmes comme elle, dont les cœurs ont été empoisonnés à petit feu par des gens qui prétendent les aimer, seront vues la première fois qu'elles franchiront les portes des urgences. Leurs bilans toxicologiques seront effectués sans poser de questions. Leurs factures ne seront pas utilisées comme une arme. Leurs vies ne dépendront pas du fait qu'un étranger fortuné soit par hasard à leur recherche. J'ai pensé, ma mère aurait voulu ça. J'ai pensé, j'ai 33 ans. Je suis une de La Roche. Je suis en vie. Je suis descendu par l'escalier, je suis monté dans la voiture, et je suis allé travailler.